Ok, alors on va commencer déjà par rectifier une petite erreur que j'ai faite. C'est tout simplement, j'ai oublié d'indiquer ici au niveau de la configuration du fichier de Tailwind, on est parti sur une initialisation vierge. Moi j'aimerais qu'on parte sur une initialisation un peu plus complète. Alors ça va alourdir le fichier, mais dans le contexte de la formation, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'on va générer d'ores et déjà un fichier de config qui est déjà paramétré pour gagner en rapidité. Et puis nous, on va venir comme ça configurer juste les petites choses qu'on a besoin de configurer, parce que tu verras par la suite qu'on va pas configurer non plus énormément de choses, donc ça nous permet de gagner du temps. Alors comment on va faire ça? Ça va être très simple. On va se rendre au niveau du fichier tailwindconfig.js, donc toujours à la racine de notre projet. On va venir le modifier ici en indiquant old, d'accord, comme fichier voilà, vieux. Ça te permet voilà, de le boycotter en fait de ton projet. Donc on va comme ça venir relancer le terminal, et plutôt que de rentrer hop, uniquement cette ligne de commande, on va indiquer à la fin, on va indiquer full, et ça va nous permettre de nous régénérer en fait un fichier de configuration du coup complet, d'accord. Ok, notre nouveau fichier de config a été fait. On va aller quand même observer un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, on a dupliqué tout simplement, on l'a juste réinitialisé différemment. Ici, on va déjà avoir, tu vois, des choses comme les couleurs. On va déjà importer les couleurs primaires de Tailwind. On aura des notions, tu vois, de screen. Le fichier est volumineux, il est assez long. Il va nous permettre comme ça de peaufiner en profondeur. Alors ne t'inquiète pas, on va pas rentrer dans chacun des détails, bien sûr que non. Mais on va comme ça venir ajouter une famille de textes, etc., une typo. Et donc ça va nous permettre comme ça d'aller beaucoup plus vite. Voilà, les choses sont instanciées. Tu vois, tu reprends ici par exemple font size. Nous, on va venir utiliser ce genre de classe au sein de notre projet. On va par exemple définir une classe de texte qui sera XS, donc qui aura une propriété de, tu vois, de 0,75 rem, un lineate 1 rem, etc. Ben voilà, nous, ça va nous permettre d'adapter un petit peu ça. Si on veut se rapprocher de la maquette, si on a quelque chose de très strict à faire et du pixel perfect, ben on va venir comme ça pouvoir peaufiner les choses. Et voilà, tout un tas de classes qu'on va pouvoir peaufiner, modifier. Ajouter évidemment des couleurs si on souhaite utiliser des couleurs primaires, etc. pour mettre des raccourcis. Ici par exemple, la taille des écrans, on va pouvoir faire appel à Tailwind pour lui dire, bah voilà, on va mettre un background red par exemple sur une taille d'écran qui correspond à LG, donc à 1024 pixels, et puis une autre couleur si on est sur un téléphone mobile, etc. Donc on va pouvoir piloter ça très facilement, et là tu vas voir, ça va prendre tout son sens quand on va commencer à coder ensemble. Ben, en fait c'est des détails qu'on va pouvoir peaufiner ici. Si on a envie d'être sur du 500, bah, on fera 500, et puis du coup les paramètres vont se propager dans tout notre projet. La seule chose qu'on va devoir faire en fait, c'est récupérer notre purge à ce niveau-là, CTRL-C, hop, CTRL-V, juste pour remettre cette information qui avait disparu, et on va pouvoir supprimer notre fichier, et voilà, la bourde est rétablie, tu vois, c'est pas comme si c'était grave, on n'a qu'à dire qu'il s'est rien passé et que j'ai pas oublié cette notion fondamentale. Ok, à partir de maintenant, ce que je te propose, eh ben, c'est juste avant, tu vois, la toute petite étape avant de commencer à coder notre première maquette. Ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va utiliser un contrôle de code source, donc ça va être GitHub, pour sauvegarder les choses. Alors ça va avoir trois intérêts. Le premier, c'est que je pars du principe que tu es débutant évidemment, tu n'as pas nécessairement de projet, ou peut-être que tous tes projets sont privés sur ton GitHub. Bah, ça va peut-être être l'occasion de mettre un premier projet public pour pouvoir montrer un petit peu, tu sais, on est dans un contexte entreprise ici, on essaye de faire les choses pour l'employabilité, donc ça peut être intéressant pour toi d'avoir un projet sur ton GitHub à présenter à des recruteurs, si tu es freelance, à des clients, ou à des collègues, etc., etc. Dans un deuxième temps, ce que ça va t'apporter, c'est évidemment une sécurité du code. Si tu finis par cutter ton PC, si ton disque dur il flambe, et ben voilà, tu as ton projet qui est sauvegardé, ça c'est le minimum. Je peux te garantir que des fois tu vas prendre des sueurs froides, j'imagine aussi que tu en as déjà pris. Voilà, ne tente pas le diable, ça va nous permettre de faire ça. Et puis en 3, un point qui va être intéressant, c'est qu'ici tu vas pouvoir contrôler à chaque fois, avant de merger, en fait, avant de balancer tes modifications sur GitHub, ça va te permettre en fait de savoir quel type de modification tu as fait.
tout au long de ta progression. Et dans cette formation, bah, ça aura encore plus de sens, puisqu'il y a de temps en temps, il va y avoir des ratés, et ça sera intéressant que tu reviennes en arrière et que tu saches ce que tu as fait avant de le pousser. Donc comme ça, tu pourras revenir en arrière. Par exemple, on va prendre le readme ici, et donc on te dit, tu vois, en rouge, que voilà ce qui s'est passé. En rouge, c'est une suppression, en vert, c'est un ajout. Et bien en fait, on a tout simplement enlevé tout ça, d'accord, et on l'a remplacé, ce fichier, par ça. Et ben, tu vois, ça c'est une notion qui est très intéressante, parce que dans ton code, si tu te rends compte que tu as merdé à un moment donné, bah, tu pourras savoir à quel niveau tu étais dans ton code pour récupérer des informations, ne serait-ce que pour comprendre pourquoi ça a merdé. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant. Et ben nous, ça, on va l'utiliser. Alors, encore une fois, je ne vais pas du tout rentrer dans les néandres de GitHub. C'est quelque chose qui est plus ou moins complexe. J'imagine que beaucoup d'entre nous enfin, savent l'utiliser. Ici, l'idée, c'est pas d'apprendre à utiliser GitHub, c'est simplement de l'adapter à notre projet. Et comme on est dans un concept d'initialisation, bah, on va tout simplement l'initialiser. En tout cas, ça représente cette petite icône. Cette petite icône, elle est représentée également ici. Donc ici, on est sur la branche master. Et ici, on a la possibilité de pousser tout simplement notre projet. Donc si tu cliques sur cette petite icône de nuage, de cloud, là, avec la petite flèche, tu vas te retrouver avec une demande de publication de ton repository. Donc en gros, ici, on est sur une phase d'initialisation où le projet n'est pas couplé à GitHub. Donc évidemment, il te demande de le coupler. Donc moi, je suis déjà connecté au niveau de mes comptes, etc. Donc ici, on va cliquer sur ce petit nuage. Ici, tu as la possibilité de publier ton projet sur GitHub en mode privé ou en mode public. À toi de voir ce que tu préfères faire dans le cadre de ton travail. Attention, je te rappelle ici que le projet peut être utilisé pour dans un scénario d'apprentissage et donc diffusé tel quel sans aucun problème sur un portfolio, etc. Mais tu as le droit d'utiliser ce projet, de l'adapter à toi ou à un projet client et à vendre ce projet par la suite si tu es freelance, etc., etc. Donc si tu as l'intention de faire quelque chose dans un premier temps de privé, voilà, n'hésite pas à te mettre sur un truc privé. Donc ici, on va publier en privé. Moi, je suis déjà connecté, donc normalement, il te demande de te connecter, etc. Bon, je fais un petit tuto. Tu te fais un petit tuto. Si tu vois que tu as des galères, tu peux retomber sur tes pieds ici. Donc, on va faire un projet dans privé. Moi, j'ai choisi privé. On va laisser le temps de mouliner un peu. Donc la publication réussie, dépôt Arnaud Déport. Donc ça c'est mon dépôt pro quoi. Donc ouvrir dans GitHub. Je vais me rendre dans GitHub. Voilà, ici je suis donc dans mon dépôt avec l'application qui s'appelle Burger House. Voilà, rien de plus simple. Ici je suis paramétré. D'accord. Donc je me rends compte en observant un petit peu les sources que j'ai toujours index.css, app.css, logo SVG, des choses en tout cas qu'on a supprimées a priori. Donc pourquoi est-ce qu'on a des documents comme ça qui sont qu'on a supprimés dans notre fichier? Ben, c'est ce qu'on va essayer d'aller voir. Donc à ce niveau-là, initialize project, donc on voit bien que ici la première ligne de repository indique en fait une initialisation de projet. D'accord, c'est quand on a créé notre React App. Ça, j'ai du mal. Donc ici, en fait, c'est la première chose qu'on a fait dans notre application. Sous-entendu, les 13 modifications qui ont été apportées ici, notamment la suppression de app CSS, la suppression de index CSS, la suppression de app test, etc., etc., n'a pas encore été poussé, ça n'a pas encore été mergé. Et c'est la raison pour laquelle notre projet ici, il est à l'initial. Donc on a déjà la possibilité, tu vois, dans notre application, comme je te le montrais tout à l'heure, bah, la possibilité de savoir ce qu'on a supprimé. Bah, tout à l'heure, on a supprimé ça, par exemple. On pourrait se dire, bah merde, en fait, j'aurais dû garder ça. Bah voilà, on pourrait le retrouver à ce niveau-là, d'accord? Donc c'est à ça que va servir, entre guillemets, le fait de le mettre sur un GitHub. Je suis un peu perdu. Donc voilà, notre projet, nous, il est déjà paramétré, donc tu vois que c'est assez rapide. Si maintenant tu as envie de pousser ce contenu au niveau de ton GitHub pour pouvoir rafraîchir en fait la vue et ici repasser à zéro, mais il suffit simplement que tu mettes un message, d'accord? Donc le message, pour rappel, c'est ce qui va apparaître ici dans ton projet. Donc GitHub, c'est très intéressant à utiliser quand tu es en équipe, notamment qu'il y a plusieurs développeurs sur la mission et que ben voilà, on a besoin de savoir
qui a fait quoi, ben voilà, GitHub va nous permettre de retrouver ces informations, et donc c'est des fois assez intéressant de retrouver un titre plutôt révélateur de ce que tu as fait. L'idée c'est aussi d'avoir, alors on le fera pas dans cette formation parce que sans ça on s'en sortira pas, mais l'idée c'est de faire des petites modifications, tu vois, là ici tu arrives, tu modifies un truc de manière générale comme ça, c'est le meilleur moyen pour perdre un peu tout le monde. L'idée c'est de pousser, de faire une modification, de pousser ta modification, comme ça voilà, on arrive à structurer un petit peu ce qui s'est passé de manière assez, en tout cas beaucoup plus simple. Donc ici on va mettre init project parce que ici nous on l'a vraiment initialisé, d'accord. Donc init project, ça te montrait, donc c'était marqué contrôle entrée, d'accord. Tu fais un contrôle entrée, donc tu vois qu'ici on n'a plus de modification en cours, plus aucun changement. Par contre ici tu vois on est passé donc de 0 pour récupérer les données, c'est à dire qu'on a zéro chose à récupérer parce que on travaille seul et il n'y a pas d'équipe, personne n'a poussé du contenu, mais si quelqu'un d'autre à l'extérieur du projet avait poussé une modification, bah, il aurait fallu qu'on la récupère, d'accord. Mais ici dans le contexte de notre formation ça sera toujours indiqué 0. Par contre on voit qu'on a un élément à pousser, alors ça ne veut pas dire que tu peux le pousser. Ici, on l'a prévu, c'est-à-dire que c'est une prévision. On a prévu de pousser ce contenu-là. Maintenant, on peut continuer à coder, mais on n'est pas obligé de le pousser. Si tu veux qu'il s'affiche en ligne et qu'il soit disponible du coup, au niveau de ton GitHub, eh ben, il suffit simplement d'appuyer ici. En appuyant ici, en fait, tu vas pousser ton contenu. Donc là, il mouline, hein, c'est un petit peu long, mais il upload là-bas. Et voilà, tout s'est bien fait, tout s'est bien passé, tout s'est bien terminé. Si je fais actualiser la page... Et on voit que le projet a changé, effectivement. Ici, alors il y a des trucs qu'on devait virer, que j'ai même pas viré, mais bon, on s'en chargera plus tard. On voit qu'il y a 1 minute, voilà, on a fait ces modifications-là. D'accord. Et donc notre projet à nous a été modifié. D'accord. Donc on ne reviendra pas sur le GitHub nécessairement dans cette formation parce qu'on n'a pas besoin, mais voilà, tu sais comment créer un projet depuis VS Code, c'est assez rapide, c'est assez simple et ça te permet, ça te garantit une bonne sécurité. Et puis toi, dans le contexte de la formation, ça va te permettre quand même de voir un petit peu ce que tu aurais pu échouer pour essayer de rebondir un petit peu sur tes pattes. Ça te permettra de débugger aussi un petit peu ton projet. Voilà, donc ici on a initialisé du coup une configuration un peu plus complète, on a initialisé GitHub dans notre projet, donc on est bien. Tout à l'heure je t'ai précisé que le gitignore nous permettait de ne pas merger justement des informations ou des choses qu'on n'avait pas nécessairement besoin de faire, notamment le build. Quand on le fera, évidemment c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire, puisque quand tu récupères un projet, il vaut mieux que tu le buildes toi-même, sinon tu dupliques un petit peu le contenu, tu clones les choses et puis ça crée des contenus qui sont quand même extrêmement long. Tu as notamment le node module qui est généré en exécutant npm install dans un projet, puisqu'il va prendre la référence de package.json, il va voir quelles sont les dépendances qu'on a installées, tu vois, notamment Tailwind, PostCSS, autopréfixeur, etc. à ce stade-là. Donc si quelqu'un récupère ton projet GitHub et exécute npm install, il va obligatoirement générer un dossier node module, il va obligatoirement générer tu vois, quelque chose qui est complet. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle ça sert à rien d'aller pousser ce genre de choses. Donc avant de pousser, peut-être vérifie, mais si tu as suivi toutes les étapes, il n'y a aucun problème, vérifie quand même que cette dépendance, elle est exclue, elle est ignorée pour Git. D'accord? Ok pour ça. Alors avant d'aller plus loin et d'attaquer cette maquette, on va voir un petit peu comment on va scinder notre application. Donc app.js, ça sera, disons, l'élément principal de notre application. C'est dans celui-là qu'on va travailler sur, par exemple, des loadings, des appels à la base de données. C'est dans celui-là qu'on va générer un petit peu le corps. Ensuite, on va se dispatcher sur ce qu'on va appeler des routes, et c'est les routes qui vont nous emmener, en gros, sur des pages. Donc, on aura une page d'accueil, on aura une page... de commandes, etc. On pourrait avoir une page contact, enfin tu as compris l'idée. Et donc ça, c'est des choses qu'on va dispatcher au niveau de ce dossier-là. D'accord? Donc, pour lier les pages les unes entre elles, on va plus tard voir qu'on va utiliser ce qu'on appelle un routeur, c'est-à-dire un document JavaScript qui va nous permettre en fait d'établir la liaison entre les pages, c'est-à-dire créer les URL et indiquer en fait à notre application quelle page existe et donc sur quelle URL. Et c'est ce qui va nous permettre comme ça de créer plusieurs pages. Donc on va utiliser app pour invoquer
ce routeur, et puis d'autres choses du corps même de notre application, disons le moteur, pour ensuite rediriger. Donc c'est pas dans app qu'on va coder en fait, tout simplement, c'est ce que je voulais te dire, c'est pas dans app qu'on va coder en fait notre maquette, c'est pas dans app qu'on va commencer comme ça à importer des éléments et à créer une vue, d'accord? On va la créer dans une page qui va s'appeler homepage par exemple, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on va d'abord créer notre routeur, puis ensuite créer notre page pour ensuite avoir un élément sur lequel s'appuyer, et puis ensuite on va commencer comme ça, mais alors là ça sera par la suite, à invoquer plusieurs pages, etc. D'accord? Donc avant de commencer à intégrer la maquette, on va tout simplement supprimer ce titre, et on va tout simplement invoquer le routeur. Donc ici on va tout simplement créer ce qu'on appelle le routeur, donc on va l'importer, on va créer ce composant et on va l'importer. Alors créer un composant dans React, qu'est-ce que c'est? C'est simplement créer un document JavaScript par exemple et l'importer dans une page pour l'invoquer, d'accord? Donc on va le faire tout de suite, on va se rendre dans source à ce niveau-là et on va créer un document qui peut s'appeler n'importe comment, mais qu'on va pour la bonne forme appeler routeur.js, d'accord? Routeur.js c'est un document qu'on va rédiger ensemble. En attendant, on va se rendre dans app et dans app, on va l'importer. D'accord? Donc ici, tu veux importer un document, tu veux importer quelque chose et l'intégrer ici, tu utilises l'importation. Donc ici, on va importer routeur et on va dire qu'il vient donc from. Il vient d'où? Eh bien, il vient de là où on se situe, c'est-à-dire app, donc il y a un chemin à indiquer. Ici, le chemin, il est dans le même dossier. Donc comme on est dans le même dossier, on conserve le point et on indique routeur. Ici j'ai une petite navigation là qui me permet de sélectionner ce qui se passe dans ce dossier là pour le sélectionner pour aller plus vite. Donc l'idée ici, voilà, c'est d'invoquer routeur. Alors tu verras de temps en temps on met des majuscules, de temps en temps on n'en met pas, etc. Pareil, ici on pourrait l'appeler routeur.js, c'est des choses qui sont inutiles, on n'a pas besoin de le faire, donc voilà, on fait comme on fait, d'accord, comme on a l'habitude. Moi je fais comme ça. Donc une autre façon de faire qui peut être des fois plus simple, c'est-à-dire que tu vas commencer à intégrer ton composant routeur et si tu l'as créé quelque part, il est censé normalement te lire, alors je sais plus vraiment comment ça fonctionne parce que des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, mais il est censé te dire que ce document existe, que tu es en train d'appeler, et quand tu vas cliquer dessus, ça va te faire ce qu'on appelle une importation automatique, c'est-à-dire qu'il va t'écrire lui-même la ligne d'importation. Alors là, ça peut pas fonctionner, je vais t'expliquer pourquoi, c'est parce qu'en fait, dans routeur, on n'a rien mis, d'accord? Mais normalement, dans un document, tu l'appelles, ce document, à l'intérieur, tu l'appelles, tu vois, comme une fonction. Là précisément, c'est export default function app. Si j'appelle app dans un autre document, il va reconnaître app, il va me demander de l'intégrer parce qu'il le connaîtra, d'accord? Ici, routeur, c'est une feuille blanche, c'est une feuille vide, il ne sait pas ce que c'est encore, d'accord? Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser cette syntaxe. Ça, je te montrerai un petit peu plus tard. Donc ici, on a importé ce qu'on appelle un composant, donc d'accord, c'est pour nous, pour la forme, c'est une feuille, pour l'instant, où il n'y a rien dedans. Et ici, on va tout simplement l'introduire comme ceci. Donc ici, en faisant ça, en fait, à ce niveau-là du nœud, on va importer routeur. Tu verras par la suite, si tu n'as pas l'habitude, ça va beaucoup plus vite. Ok, alors ici je vais utiliser le raccourci RFC, React Functional Component. Je vais appuyer sur Entrée et puis je vais importer en fait un composant par défaut. Ici je vais tout simplement le renommer. Alors non, je ne vais pas le renommer puisqu'il s'appelle déjà routeur. Donc ici on va commencer par créer ce qu'on appelle un switch. On va le mettre en balise ouvrante, balise fermante, et à l'intérieur, on va indiquer quelque chose. Alors, pour commencer, on va indiquer la première route. Donc, on va invoquer route. D'accord. Exact path. Et on va définir le chemin, l'URL de cette route-là. On va fermer la balise et dans cette balise ici, on va indiquer un composant. Et là, on va voir ensemble comment ça se passe. Donc, à ce niveau-là, on utilise un composant qui s'appelle route, qu'on n'a pas encore importé, donc on va l'importer. On va importer ce composant route
qui est directement extrait de React Router DOM. Donc on va le mettre hop, comme ça pour utiliser la bonne syntaxe et on va l'invoquer depuis React Router DOM. Donc React Router DOM. Donc ça c'est quelque chose qui appartient à notre projet. On se pose pas trop de questions pour l'instant. On avance simplement. Donc voilà, on utilise un composant qui s'appelle root à ce niveau-là. On utilise un composant qui s'appelle switch. On va également invoquer le switch. Donc on invoque ces deux composants et à l'intérieur, on va mettre notre composant. Donc ici pour la forme, je vais mettre notre composant. Voilà, CTRL / pour faire un commentaire en JSX. Donc voilà, ça nous permet ici de se rappeler qu'ici, il va falloir qu'on intègre notre composant. Alors, quel est le composant qu'on va intégrer? Justement, on va en parler tout de suite. Ici, ça sert à rien de rendre le truc compliqué. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que nous, on est en train de créer un routeur qui va pouvoir définir dans l'application quelles sont les routes, quelles sont les pages, etc. en fonction des URL. C'est-à-dire que si je me rends à la racine de mon projet, je vais lui demander d'afficher ce composant. Si je crée une route avec un URL qui comporte par exemple contact, d'accord ? Et bien, si je me rends dans mon navigateur à la page contact, ou si je fais un lien vers cette URL à la page contact, ce qui va se passer, c'est qu'il va m'afficher plutôt ce composant. Donc on va partir du principe qu'ici, on va créer ce qu'on appelle des composants de type page. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un composant qui s'appellera contact, dans lequel on va créer notre page contact. Et quand on va se rendre sur notre URL contact, et ben on affichera ce fameux composant qui affichera la page contact. Donc tu vois, c'est très très simple. Pas besoin de se prendre la tête à ce niveau-là. Ici, on va commencer uniquement à créer en fait notre page d'accueil. Donc ici, on va appeler un composant qui s'appellera, alors attention, le nom des composants doit être en majuscule. Ici, on va appeler notre composant homepage. D'accord ? À ce niveau-là, on n'a pas besoin de balise ouvrante, balise fermante, on fait une seule balise, c'est un raccourci, mais on pourrait faire les deux tel qu'on l'a fait avec root. Alors homepage, aujourd'hui, il n'existe pas, donc on va l'importer, malgré qu'on ne l'ait pas encore fabriqué. Je fais un peu à l'envers, mais c'est pas grave, on s'y retrouvera. L'idée, c'est que tu aies l'habitude de travailler avec moi, et je travaille comme ça. Donc ici, on va indiquer homepage, et alors, où est-ce qu'on va le mettre, ce homepage ? Et ben on va déjà, nous on se situe au niveau du routeur, donc on va déjà sélectionner le dossier page, parce que c'est dans ce dossier page qu'on va importer les composants de page. Et ces composants de page vont eux importer des petits composants comme ça à droite à gauche qui se situeront plutôt dans les composants, dans le dossier qu'on appellera component. Donc par exemple, si j'ai des boutons, des choses comme ça, et ben on va aller les chercher à ce niveau-là. Mais à partir du moment où on sera dans le composant page. Donc pour l'instant, nous on va juste importer la page. Donc dans la page, on va créer donc ce fameux composant qui s'appellera homepage.js. Dans cette homepage, on va exécuter React Function Component bref pour envoyer le truc. Et ici, on va mettre Hello World from homepage. Petit CTRL S qui n'a pas aimé parce que ma touche CTRL merde. Voilà. Donc à partir d'ici, on se situe dans routeur, on va donc aller chercher dans page, donc on est toujours dans le même dossier, puis on va chercher page, donc tu vois j'ai le petit raccourci qui va bien, et puis là je vais aller chercher homepage. Donc de cette manière en fait, j'invoque dans le fichier app un composant qui s'appelle routeur, que j'invoque ici et que j'intègre à ce niveau-là. Dans mon composant routeur, j'intègre pour le moment une seule page, un composant homepage, que j'intègre ici en fonction d'un path, d'un URL qui correspond en fait à la racine. Ici je définis exact, mais on verra par la suite, c'est uniquement pour la page d'accueil ou pour des cas de figure un peu plus particuliers. Et dans cette page, et donc j'importe homepage qui se situe à ce niveau-là. D'accord ? Donc finalement, app va lui intégrer homepage si on se situe dans la page qui correspond à la page racine. Donc il va finir par nous inclure celui-là. D'accord, voilà, c'est des composants comme ça qui s'emboîtent au fur et à mesure. Si tu es largué ici, ne t'en fais pas, je suis un professionnel. Alors,
on va revenir ici parce que j'ai un peu déconné. On va venir là, terminal. Ouais, parce que je l'ai pas relancé. Donc je vais lancer mon terminal. Ok. Ok, alors on va exécuter le serveur et évidemment ce qu'on va retrouver comme erreur, c'est qu'il va nous dire qu'il ne trouve pas le module. D'accord? Il ne trouve pas le module React Router DOM qu'on a invoqué à ce niveau-là. Alors, c'est le genre de cas de figure que tu vas rencontrer assez souvent, c'est-à-dire que tu le fais des fois par mégarde, tu penses que tu as installé la dépendance puis tu l'as pas installé, ou alors tu as un problème dans la façon dont tu as renommé ça. Donc il va falloir quand même qu'on observe un petit peu les erreurs au fur et à mesure que tu peux découvrir. Ici, en l'occurrence, le problème qu'on va avoir, ben, c'est tout simplement que cette dépendance-là n'existe pas. Alors comment savoir si elle existe ou si elle n'existe pas? Si tu n'as pas l'habitude, tu te rends dans package.json à ce niveau-là, et ici tu vas avoir tes dépendances. D'accord? Donc on a React DOM, tu vois, on a React Script, etc. Tu vois, on a des choses, d'accord? Mais on n'a pas React Router DOM. Pour la simple et bonne raison qu'on ne l'a pas installé. Et donc nous, tout au long de cette formation, ben, on va installer dépendance par dépendance petit à petit. Si tu souhaites en savoir plus sur React Router DOM, il suffit simplement que tu tapes React Router DOM comme recherche. Ici, on va aller chercher l'installation. Au niveau de ta vue, si tu as lancé ton serveur, tu vas avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Alors ça, c'est le genre de message qu'on voit tous et qu'on voit assez souvent, c'est-à-dire des erreurs dans ton code. Ici, on t'explique la même chose que ce qu'on pourrait t'expliquer dans la console. Voilà. Mais si tu fermes ta console, alors hop, peu gouré. Si tu fermes pas ta console, bah, tu as les informations, d'accord? Mais si tu l'éteins ou si tu la baisses à ce niveau-là, d'accord? Et bah du coup, tu auras pas nécessairement le message, d'accord? Donc ça s'affiche aux deux endroits, à ce niveau-là et dans la vue. Alors au niveau de React Router DOM, donc c'est ce qui va nous permettre de faire des liaisons. On va simplement cliquer ici. Au niveau de NPM, on a un mode d'installation ici et une petite documentation. Là, pour le coup, c'est assez restreint. Mais si tu fais des recherches, tu peux apprendre pas mal de choses sur le fameux routeur, à quoi il sert, comment on l'utilise. En tout cas, nous, on va le voir dans cette formation. Donc ici, on va tout simplement utiliser la ligne de commande. Et là, il va falloir que tu t'habitues à faire ce genre de choses parce que c'est ce qu'on fait assez fréquemment. Ici, on va installer via NPM React Router DOM. Donc on va copier cette ligne de commande, on va retourner dans notre projet, on va effectuer CTRL-C pour terminer le programme de commande, c'est-à-dire en gros éteindre le serveur, puisqu'on ne peut pas installer quelque chose avec le serveur allumé. On va valider par O pour oui, et ici on va tout simplement, boum, installer cette fameuse dépendance. Alors on va attendre que ça mouline comme d'habitude, et ben voilà. Et puis ensuite, on va exécuter npm start pour relancer le serveur. Donc, des choses qu'on peut observer assez rapidement, bah, c'est que dans package.json, tu vois ici, on a une... à ce niveau-là, ici, on a une dépendance qui a été ajoutée. React Router DOM, c'est la version 5.2.0. Donc ici, il va falloir, à un moment donné, quand tu vas faire la maintenance de ton code, la maintenance de l'application, il va falloir que tu mettes à jour un petit peu les dépendances. Et ben voilà, le package.json te permet de savoir où tu te situes, comment tu te situes, qu'est-ce que tu as installé, etc. etc. Et c'est donc ce fameux package.json qui peut être récupéré via un repository GitHub en exécutant la commande npm install. Le système va simplement lire ce que tu as inclus dans tes dépendances, puis les installer. Donc quand on installe quelque chose, en réalité, on l'installe dans le fichier node module et on donne l'information dans notre fichier package.json de manière automatisée. D'accord? Donc voilà la raison pour laquelle tu avais ce message d'erreur et voilà comment on a pu le résoudre. Alors là, j'ai un petit problème. Alors oui, je vais un petit peu vite, j'ai oublié d'installer Browser Router qui va justement nous permettre de naviguer entre les historiques. En fait, c'était ici que je voulais l'informer. Donc à ce niveau-là, j'avais laissé le div ici à ce niveau-là. Il faut utiliser Browser Router pour pouvoir disposer de l'historique. Voilà, on va l'invoquer et donc l'importer à ce niveau-là. Donc une fois qu'on recharge l'application, on se rend compte
qu'on a un message Hello World from Homepage. Donc à ce niveau-là, on a vraiment importé en fait le composant d'un composant d'un composant. C'est-à-dire que au niveau de index, on importe app et surtout on l'affiche. Au niveau de app, on importe routeur. Au niveau de routeur, on finit par importer homepage. Homepage qui finit par importer Hello World from Homepage. Donc il ne faut pas que tu sois inquiet par la... comment dire, tu sais, le fait de sectionner les choses, c'est quelque chose qui est justement extrêmement intéressant avec React, c'est justement ce qu'on va voir. Donc encore une fois, si tu n'es pas à l'aise, c'est normal, il va falloir que tu pratiques ça pour que tu arrives à comprendre comment est-ce qu'on sectorise les choses justement dans un concept de réutilisation. C'est comme ça qu'on va justement pouvoir réutiliser des choses. Admettons que ce composant ce soit un type H1, etc. Et ben je vais pouvoir comme ça invoquer de manière permanente ce H1 dans toute mon application. De cette manière, le jour où j'aurai besoin de modifier ce H1, j'aurai juste besoin de venir ici à ce niveau-là dans le composant H1 et ici par exemple modifier sa classe pour mettre la taille du texte un petit peu plus petite, etc. De cette manière, je vais pouvoir propager toutes les modifications de style ou autres que j'ai voulu faire sur les H1. D'accord, donc c'est le fait de réutiliser les choses et de les couper, de les découper correctement qui va nous permettre d'avoir quelque chose de finalement rapide à créer et facile à maintenir dans le temps. D'accord ? Donc voilà un petit peu le comportement. Si par exemple je me rends... alors je vais peut-être pas faire ça dans route, mais au niveau de app, si par exemple je mets un titre, mon app, à ce niveau-là. Donc je vais d'abord installer, je vais d'abord écrire un titre H1, puis ensuite je vais importer le routeur. Donc dans mon application, dans ma vue, je vais avoir d'abord le titre H1, puis ensuite ce qui est invoqué dans routeur, c'est-à-dire homepage, c'est-à-dire ce texte-là. Donc si je rafraîchis ma page, je me rends bien compte qu'il a d'abord invoqué mon app, puis hello from, d'accord ? Tout ça au sein d'une même page de l'application. Et c'est ce qui va justement nous permettre de venir faire composant par composant, c'est-à-dire écrire composant par composant. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on va d'abord invoquer au niveau de homepage le hero top, qui sera dans toute cette partie en jaune vif à ce niveau-là. Et dans ce composant hero top, on va venir incruster des éléments jusqu'aux boutons qui seront en fait des composants de composants de composants. D'accord ? Et on va venir comme ça introduire les choses un petit peu comme des poupées russes. Voilà, c'est l'exercice qu'on va réaliser maintenant. Ok, alors avant d'aller plus loin, on va faire un petit switch au niveau de Tailwind, c'est-à-dire qu'ici, on va avoir une documentation très bien faite qui va nous permettre, alors non seulement d'installer comme on a pu le voir en utilisant le guide, mais également de voir en fait toutes les classes comme ça, qui vont être mises bout à bout pour qu'on puisse l'utiliser correctement. Alors nous, on va pas faire ça à chaque fois parce que sans ça, ça va prendre des heures et des heures, mais sache dès maintenant que cette documentation, il faut déjà la mettre dans un de tes dossiers dans ton navigateur pour y accéder, parce que tu vas y accéder un sacré bon moment, le temps de pouvoir un petit peu enregistrer de manière automatique les classes. Ici, on pourra utiliser également le champ de recherche qui nous permettra, par exemple, parce que évidemment tu as des connaissances en CSS, sinon tu regarderais pas cette vidéo, mais concrètement si tu as des classes en tête CSS, etc., tu sais pas comment les composer au niveau de Tailwind, bah, il suffit simplement de la rechercher à ce niveau-là. Je m'explique, font size par exemple, tu prends font size, on va taper font et on va avoir font size, font family, font smoothing, font wave, etc. Là on trouve font size, on va cliquer sur font size. Ici, la classe font size, c'est la classe que tu utilises habituellement en CSS pour donner une taille à ton texte. Et bien ici, on va te donner les tailles identifiées dans Tailwind, tout simplement. Donc si tu fais un texte XS, tu auras ce font size, texte SM, tu auras ce font size, et ça, c'est des choses que tu pourras paramétrer au niveau de ton application, au niveau de Tailwind, ton config. Ici, tu pourras affiner ça. Nous, c'est pas ce qu'on va faire du tout pour l'instant, mais en tout cas, ce qu'on veut, c'est surtout la classe et savoir comment on l'utilise. Ici, tu vas avoir des usages, donc tout est très très bien décrit, vraiment, c'est vraiment très propre comme travail qu'ils ont fait, donc on va pas se stresser. Le simple fait de donner une classe, alors pour nous ça sera class name parce qu'on est dans du React, qui s'appellera textXS ou textSM ou textBase, aura l'incidence de générer une fonte, d'accord, une taille
de typo. Ok, on va pas se bousculer pour l'instant, on va rentrer en douceur. L'idée c'est simplement de te dire que tu vois à ce niveau-là, si tu prends la classe et que tu associes texte XS, alors petit aparté, si tu as besoin d'avoir des raccourcis pour te faciliter la vie, je te rappelle pour mémoire que c'est au niveau des extensions, donc il te suffit simplement d'installer l'extension Tailwind CSS IntelliSense, si je dis pas de conneries. Voilà, tu peux installer les trois. Tailwind Doc qui te permet d'avoir une notion de documentation. Tu vois, là je survole le texte et il te dit bah voilà, ça c'est TextXS, donc c'est ça la vraie classe CSS qui est intégrée dans ton fichier en réalité. Et donc tu vois, ça te permet d'avoir les informations. Donc tu as un line8 et un font size concernant cette classe là, ce raccourci, d'accord. Donc si tu as besoin de ça, n'hésite pas à installer dès maintenant en fait ton extension. Voilà, une fois que tu es prêt, on va invoquer donc le TextXS et on va par exemple aller chercher un texte green, tu vois, on va utiliser la couleur green. Et donc encore une fois, tu vois, ça te permet d'aller un peu plus vite. Tu as différentes possibilités de couleurs, sachant qu'on peut le paramétrer dans notre fichier Tailwind config, mais ici tu peux par exemple aller chercher un green 500 qui va avoir cette couleur-là, ou un green 900 qui aura plutôt celle-là. Faire un text green 500. On va faire un sauvegarde, hop, et on se rend bien compte ici que la taille du texte a été réduite et la couleur a été adaptée. Donc tu vois que c'est assez rapide, c'est vraiment fonctionnel, il suffit simplement de les connaître un petit peu et de manipuler. Si tu fais ça, que tu manipules un petit peu, tu vas avoir comme ça de plus en plus de vitesse, tu vas prendre de plus en plus de vitesse et c'est vraiment ce qu'on recherche quand on code. Je vais par exemple retourner dans mon fichier app. Et ici, au niveau du H1, je vais invoquer, tu vois, des class names, comme par exemple un border. Je vais indiquer que c'est un border red, indiquer que c'est un 500. Ici, on va partir sur un texte qui sera plutôt 4 fois LG. On va mettre un 4XL, pardon, pas LG, XL. 4XL, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de mettre? On pourrait avoir envie de faire un padding par exemple, un padding pour s'écarter un petit peu du bord de l'écran. On va faire un padding général par exemple, on va définir un padding de 10, tu vas voir à peu près à quoi ça correspond, et on va faire pareil avec un margin par exemple, juste pour manipuler un petit peu, tu vois, et voir un petit peu comment évolue Tailwind au sein de notre projet. Donc ici j'indique une border par défaut de 1 pixel, je pourrais dire, enfin de 1 pixel, faut voir la correspondance dans Tailwind, mais une bordure, disons de défaut. Ensuite, tu peux faire 1, tu peux faire 2, etc. Puis là, il faut consulter la documentation si tu veux peaufiner et apprendre un petit peu. Donc le simple fait de faire border, pardon, va faire une bordure par défaut, donc le plus fin possible a priori. Et puis ensuite, ici, on va pouvoir aller chercher une couleur de bordure, une taille de texte, un padding, un margin, voilà, rien de plus classique à ce niveau-là. Donc tu vois qu'à ce niveau-là, j'ai un padding qui s'est exercé avec une taille d'écran, une taille de typo. On peut envisager, tu vois, de mettre un... Ah oui, j'ai pas mis la margin. Hop, encore mon contrôle qui a dû déconner. Et puis du coup, on peut mettre un font wave par exemple, tu vois, à ce niveau-là. Donc pour faire un font wave, tu exécutes la commande font, et puis du coup tu vas avoir normal, light, extra bold, boom, font extra bold. Voilà, ça te permet d'avoir un margin, un padding, une bordure qui a priori fait 1 pixel, rouge, avec voilà, une taille de typo, plus ou moins grasse, etc., etc. Voilà, là c'était vraiment un tour d'horizon pour te montrer un petit peu, que tu ne sois pas perdu lorsqu'on va commencer à intégrer la maquette, mais voilà comment on va procéder. Donc ici en fait on a vu pas mal de choses, des choses dont je ne reviendrai pas dessus nécessairement. On a vu comment utiliser les classes de Tailwind, et donc on va les intégrer au fur et à mesure, et puis tu vas les apprendre avec moi, et c'est à ce niveau-là que ça va être bénéfique. Et puis surtout, on a vu comment on va intégrer des composants dans les composants, etc. Donc maintenant, l'idée, et là on va vraiment rentrer maintenant dans la formation, on va vraiment rentrer dans le cœur du projet, donc on va essayer d'être productif. L'idée, ça va être de découper en fait notre maquette. Donc on va la découper en ce qu'on appelle des sections, d'accord? On va identifier nos sections, donc là c'est quand même facilement identifiable, où on va avoir finalement le header que moi je vais appeler hero top, parce que tu sais, c'est un petit peu le header d'accueil d'un site
web, d'une application. Ici, on va avoir une nouvelle section qu'il va falloir qu'on renomme. Donc en gros ici ça sera les produits populaires, donc ici on va avoir des liens cliquables sur lesquels on va pouvoir rediriger sur l'application. On va pas faire quelque chose de très technique en termes de liaison par rapport à l'application, parce qu'ici on est dans une landing page, donc ici l'idée c'est de proposer du contenu rapidement, de faire quelque chose de joli et puis passer à l'application, d'accord. À ce niveau là ici pareil, on va pouvoir commencer à intégrer des premières choses. On va commencer à intégrer cette nouvelle section dans laquelle on va proposer 3 produits. Ici il va y avoir une section qu'on va appeler sûrement event, ce sera les événements à venir. Alors si t'es pas pour la France, on va avoir un gros problème, d'accord. Non, ici tu peux vraiment mettre ce que tu veux. L'idée en fait c'était de retrouver une fonctionnalité de slider, parce que c'est souvent des choses qu'on utilise sur les sites web. Donc on va mettre ici un petit slider avec du contenu qui défile. Ici il y aura des événements. Voilà, l'idée c'était de mettre venez vivre la demi-finale en fait dans notre restaurant, d'accord, t'as compris le concept. Ici on va avoir une section de réservation dans laquelle on va pouvoir réserver sa table. Alors ici ça sera pas lié à une base de données pour l'instant, on va juste coder en dur, enfin on va juste coder le front, donc on va juste le mettre en place, mais ça ici ça fera partie d'un composant. Donc tu vois, tout à l'heure on avait le composant routeur, ensuite le composant homepage, ben là on aura le composant booking, on aura event, on aura last product ou produit phare, etc. Jusqu'au hero top, etc. D'accord. Et puis là, ici, on va identifier cette zone de l'application comme étant le footer, en tout cas de la landing page. Et à l'intérieur, on va coder en fait les éléments, on va les importer, on va les créer dans notre application, et on va importer au sein même de ces sections, on va importer des sous-sections, on va importer des boutons qui seront des composants, etc. etc. Voilà comment on va créer tout ça. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pris un petit peu de temps pour t'expliquer un petit peu tout ça. C'est justement pour pas que tu sois perdu et que tu comprennes qu'on va commencer maintenant à découper les choses pour que tu arrives à t'y retrouver. Donc l'idée ça va être de créer des pages, des composants au fur et à mesure et progresser. Si tu as des questions concernant les classes, je te conseille vraiment d'utiliser tout simplement la documentation et de taper par exemple ici color pour savoir à quoi on fait référence, d'accord? Alors là, c'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Mais ici, tu peux par exemple avoir un aligne, tu vois, pour voir comment tu alignes des éléments dans le sens vertical, etc. Tu vas avoir les flex, par exemple. Si tu sais pas comment on intègre les flex, évidemment, tu vas pouvoir le voir ici. Nous, on va le faire ensemble. Mais si tu as besoin d'avoir un complément d'information, je te conseille d'aller voir la documentation à chaque fois que tu en as besoin. Ça va te permettre d'évoluer vraiment rapidement et puis surtout d'être indépendant, d'être autonome. Moi, c'est ça que je recherche, en tout cas dans cette formation. Voilà, écoute, je te remercie d'avoir suivi cette étape de la vidéo. Dans la prochaine étape, cette fois-ci, on va intégrer la maquette, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de blabla pendant 2 heures. On va y aller vraiment, et puis on va avancer petit à petit pour avoir un rendu le plus propre possible dès le départ. De cette manière, on va vraiment se lancer dans l'application et on va vraiment commencer à kiffer un petit peu le code. Voilà, et bien écoute, rejoins-moi dans la prochaine vidéo. À tout de suite.